Il m'appartient donc de dire quelques mots pour vous accueillir à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, ce que je fais évidemment bien volontiers et avec plaisir pour cette journée d'études que nous organisons donc conjointement avec la Fédération nationale des agences d'urbanisme. Olivier Bianchi, le vice-président et maire de Clermont-Ferrand, devait prendre la parole, mais il ne peut pas, il est retenu sur place. Et c'est donc Annette Legnaud, vice-présidente de Toulouse Métropole, qui prendra la parole dans un instant. Je commence par des remerciements, évidemment, à Brigitte Bariol, déléguée générale de la Fédération, à toute son équipe, notamment Marie-Marthe Fauvel, Corinne Langlois. Je remercie également les intervenants, les animateurs, les élus qui rythmeront ces tables rondes de la journée. Et évidemment aussi, je remercie les équipes de la Cité de l'Architecture, en particulier celle de Marie-Hélène Contal, directrice du développement culturel, et de David Madec, directeur de la communication. Nous nous réjouissons de l'organisation de cette journée qui, dans sa volonté de favoriser le dialogue sur les questions de patrimoine entre les acteurs de la culture et ceux de l'aménagement, rencontre très précisément nos propres axes programmatiques. Le patrimoine est une richesse, une ressource pour les territoires. Sa muséification n'est cependant pas toujours la bonne solution. Viollet-le-Duc, à qui nous avons consacré l'an dernier une importante exposition, affirmait ainsi que le meilleur moyen pour conserver un édifice, c'est de lui trouver une destination. Une destination, le mot même l'indique, qui rime de plus en plus souvent avec tourisme. Faut-il s'en réjouir? Vous en débattrez sûrement. Le tourisme permet certes de financer la protection et la restauration du patrimoine, mais il accélère également sa dégradation. C'est pourquoi la perspective d'une valorisation touristique du patrimoine doit, selon nous, s'opérer par le truchement de la culture et s'inscrire dans une perspective de soutenabilité, dans la conscience de la fragilité de notre héritage construit. Vos échanges mettront en relief les potentiels du patrimoine territorial dans toutes ses dimensions, non seulement les monuments historiques et le patrimoine dit majeur, mais également le patrimoine ordinaire, car si les projets exceptionnels et les nouveaux quartiers des métropoles les plus riches portent une part importante de l'innovation architecturale et urbaine, la très forte visibilité dont ils bénéficient ne doit pas nous conduire à ignorer les atouts et les qualités des territoires familiers. Le patrimoine ordinaire est porteur de valeurs sociales. Il est au fondement du génie des lieux, à travers le réseau viaire, l'organisation du parcellaire, les savoir-faire constructifs incorporés dans les édifices. L'architecture, tout comme sa trace patrimoniale filtrée par l'histoire, sont des matrices de l'économie, de la culture, des traditions vernaculaires. Intervenir sur le patrimoine, vous le rappellerez, c'est évidemment savoir lire le palimpseste qu'est le territoire naturel et l'environnement bâti. Excusez-moi. Voilà. Dans son roman, qui est l'un de ses derniers romans, qui s'appelle « La pluie d'été », Marguerite Duras racontait cette étrange histoire d'un enfant, Ernesto, aîné d'une famille d'immigrés dans la banlieue parisienne, qui trouvait dans une cave un livre épais recouvert de cuir noir, mais dont le centre était troué par une brûlure. L'enfant ne sait pas encore lire, il lit pourtant, et il passe des journées entières enfermé avec le livre. Le concepteur du projet architectural et urbain, qui imagine le territoire de demain, il se trouve à peu près dans la même position que ce patrimoine. Il observe le palimpseste territorial, il lui revient de lire une réalité qui n'existe pas encore, de l'inventer en la lisant. Il doit combler la coupure temporelle entre le déjà là et ce qui adviendra, traduire le passé en futur, faire tenir ensemble différentes temporalités, le temps de l'habitant, du planificateur et de l'architecte, et mêler harmonieusement les chronologies du patrimoine, de l'usage et du projet. Concevoir un projet patrimonial, c'est engager un dialogue fécond avec les générations qui nous ont précédés. C'est exactement ce que fait Álvaro Siza, l'un des plus éminents représentants de la scène architecturale portugaise à laquelle nous consacrons en ce moment même une exposition dans son projet pour l'abbaye du Toronnet. Quand il visite l'abbaye, Siza comprend immédiatement que l'entrée actuelle de l'édifice n'était pas l'entrée d'origine. Ce que les historiens avaient reconstitué au terme d'une patiente étude de l'archive, il le déduit d'emblée, presque immédiatement, d'une analyse du site, de sa topographie, du rapport de l'abbaye avec le paysage.
En recréant un parcours oublié, il réactive l'intelligence des anciens bâtisseurs. Il montre que l'architecture est une expérience sensible du territoire, une capacité à dialoguer avec l'histoire. Le patrimoine territorial, vos interventions et vos analyses le montreront, soulève de nouveaux défis pour l'architecture et l'urbanisme. Le premier d'entre eux est la conception d'un urbanisme adapté au monde post-commercial qu'est le nôtre, à ce paysage pensé pour la voiture avec son symbolisme de l'ordinaire, ses hangars décorés, ses zones d'activité uniformes. Cela exige de travailler sur l'évolution des usages, sur la réutilisation des édifices existants et pas simplement leur conservation ou leur réhabilitation, thème auquel nous avons consacré l'an dernier une importante exposition intitulée « Un bâtiment, combien de vies ?» Autre enjeu crucial, réinvestir la ruralité. Nous ne devons pas seulement réinventer la ville ou la métropole, car l'urbanisme, c'est aussi la question rurale. Or, les territoires ruraux sont les grands oubliés des politiques de renouvellement menées depuis 30 ans. Il appartient également aux acteurs du projet territorial d'investir le paysage, d'en faire une substance active de redynamisation, un levier de valorisation économique. Ils ont enfin pour responsabilité, et vous y reviendrez, de montrer la voie sur la question des grandes transitions, dans une vision élargie de l'écologie, embrassant l'ensemble des relations vitales entre les êtres et leur milieu, de proposer des stratégies d'intensité différenciées conçues non comme un principe frustrant, mais comme une recherche de nouveaux arts de vivre. Ces défis, transformation d'usage, ruralité, paysage, transition écologique et énergétique, dessinent les contours de ce que peut être l'architecture aujourd'hui. Un acte d'humanisme, de résistance et d'empathie, avant même de se manifester sous une forme constructive. La figure qui spécifie le mieux le rôle de l'architecte aujourd'hui est peut-être celle précisément du refus de la fatalité, ou de multiples fatalités, pourrait-on dire. Celle d'un échange social exclusivement marchand, celle d'une ville strictement fonctionnelle, d'un tourisme sans échange avec la population locale ou d'une ruralité qui serait condamnée. Vous reviendrez également cet après-midi sur la méthodologie des agences d'urbanisme dont les 4 étapes sont présentées de façon vivante et pédagogique dans la publication qui se trouve quelques étages au-dessus, intitulée « Le patrimoine territorial en projet ». Car au-delà de son objet, la méthode même du projet territorial de patrimoine peut constituer un levier de transformation démocratique. Il s'agit ainsi de travailler sur l'idée de processus, de mobiliser l'ensemble des acteurs, publics et privés, en tenant compte de la mémoire et de l'épaisseur anthropologique des lieux, de proposer des approches participatives et inclusives. C'est le sens de ce qu'Alberto Magnaghi, que nous recevrons dans quelques semaines, le 18 mai précisément, ici même, où il donnera une conférence dans le cadre des cours publics de l'école de Chaillot. C'est donc le sens de ce qu'Alberto Magnaghi appelle le projet local, qui désigne la formation de communautés dont les membres sont solidarisés non par leurs origines géographiques ou ethniques, mais par leur commune insertion dans des espaces concrets, naturels et sociaux. Enfin, parce qu'elle traverse l'ensemble de vos débats, je veux, pour terminer ces quelques mots d'introduction, m'arrêter quelques instants sur la notion de transmission à l'origine de tout projet patrimonial. La transmission est un héritage, mais un héritage qui, comme disait René Char, n'est précédé d'aucun testament, un héritage auquel il faut donc donner du sens. L'homme dépourvu d'héritage est privé de toute capacité à questionner, méditer, se souvenir. La réalité devient alors opaque à la lumière de la pensée. Mais à l'inverse, l'excès de mémoire empêche de créer. Hériter, c'est en effet choisir. Ce n'est pas conserver, imiter ou reproduire, c'est faire le tri entre ce que l'on garde et ce que l'on change. C'est en ce sens que l'urbaniste et biologiste britannique Patrick Geddes écrivait il y a un siècle « Si dans l'hérédité nos ancêtres nous déterminent, dans l'héritage nous choisissons nos ancêtres ». Hériter, c'est recevoir une double injonction. D'une part, réaffirmer ce qui était là avant nous, c'est-à-dire l'accepter, le réactiver, le garder en vie. D'autre part, filtrer, interpréter, critiquer, donc transformer ce qu'on a reçu. Hériter, c'est donc répondre 2 fois, répondre à ce qui nous a précédé, répondre de ce que nous ferons. Le concepteur du projet patrimonial est tenu lui aussi d'apporter cette double réponse. C'est pourquoi il doit renégocier en permanence son propre rapport de fidélité et d'infidélité à l'héritage. Je vous renouvelle mes vœux de bienvenue et je vous souhaite à toutes et à tous de bons débats. Et j'appelle donc à cette tribune Annette Léniaud. Je vous remercie. Bonjour à tous. Ce colloque, vous l'avez compris, est une première car c'est la première fois qu'il est organisé
conjointement par la Fédération nationale des agences d'urbanisme, la Cité de l'architecture et du patrimoine, pour réunir en fait deux mondes de cultures différentes, celui de l'aménagement du territoire, des collectivités locales et de l'urbanisme, et celui de la culture, des architectes du patrimoine, des architectes et des bâtiments de France. Je remercie la Cité du patrimoine et de l'architecture et du patrimoine, au nom de l'AFNO, de nous accueillir dans ce palais de Chaillot et dans cet auditorium, pour le sujet qui nous réunit aujourd'hui, le patrimoine dans les territoires, le patrimoine comme matière de projet territorial. Mais de quel patrimoine parlons-nous ? Mon prédécesseur en a beaucoup parlé. La notion de patrimoine a évolué effectivement depuis quelques années. Depuis d'une approche monumentale, nous avons classé un site, un monument. Le patrimoine est devenu paysage, il est devenu immatériel, culturel, à des échelles de plus en plus grandes. Et on peut en juger par les dernières inscriptions au patrimoine mondial de l'UNESCO, puisque les paysages de Champagne ont été inscrits. Le climat de Bourgogne a fait l'objet d'une inscription récente, le bassin minier, donc on voit bien que le patrimoine est devenu une notion beaucoup plus large. Le patrimoine en fait partout, il est au fondement de l'identité des territoires, il est le bien commun territorial par excellence, il est dépositaire de l'histoire. C'est pour cela qu'il est une préoccupation croissante de nos concitoyens, tant il fait partie de leur quotidien, et tant la banalisation du paysage ou la banalisation de nos villes ou même de nos campagnes les préoccupe. Alors aujourd'hui, il est le socle d'un projet social, et territorial et politique. Et les agences d'urbanisme dans tout cela. Alors le patrimoine est un sujet montant dans les agences d'urbanisme. L'AFNO a d'ailleurs mis en place en 2014 un atelier métier dédié culture et patrimoine qui permet de mutualiser les expériences, développer l'expertise en réseau, tout ce que sait faire l'agence, bien sûr, les agences. Le club a d'ailleurs travaillé en 2015 à la publication d'un ouvrage dans la collection Point FNO avec les éditions Gallimard. Je pense que vous pouvez trouver cette production tout à l'heure. Et ce document est intitulé « Le patrimoine territorial en projet ». Et c'est d'ailleurs à partir de ce document qu'est venue, je crois, l'idée de l'organisation conjointe de ce colloque. Alors, les agences d'urbanisme qui rassemblent en leur sein les collectivités territoriales et l'État sont au cœur des réflexions sur l'évolution des territoires métropolitains, mais aussi urbains et bien sûr ruraux. Ils sont donc des structures particulièrement adaptées à la prise en compte du patrimoine, interdisciplinarité, transversalité, articulation des échelles sont inscrits dans l'ADN des agences d'urbanisme. Ce sont des lieux de partage, bien sûr, de partage de la connaissance, de la maîtrise des outils, et elles excellent à travailler avec des professionnels de toute culture, et c'est le cas des spécialistes du patrimoine, des architectes du patrimoine et des bureaux d'études. Alors l'enjeu des agences est de guider les territoires vers une prise en compte du patrimoine dans la construction et l'évolution de la ville ou l'aménagement des territoires pour construire en fait le patrimoine de demain. Et les agences sont donc acteurs à part entière de la transmission de notre patrimoine commun aux générations futures. Mais je m'arrêterai là parce que nous débattrons de tous ces sujets et je crois que les échanges qu'il y aura, les expériences qui seront présentées tout au long de cette journée illustreront parfaitement tout ce qui a pu être dit sur cette notion de patrimoine et de projet territorial. Donc je vous souhaite à tous une très très bonne journée et je vous remercie. Je me présente très rapidement, je m'appelle Arnaud Dajart, je serai votre animateur pour la matinée, je suis enseignant-chercheur, maître de conférences en droit public à l'Université d'Angers. Donc je remercie la Fédération nationale des agences d'urbanisme de m'avoir proposé d'assurer cette mission. Pour un grand bavard, ce sera dur de lâcher le micro, mais ma mission principale, c'est surtout de tenir l'horaire, puisque vous l'avez vu, les plateaux de nos deux tables rondes sont très qualitatifs, très intenses, donc il va falloir être très concis. Donc raison pour laquelle je m'efface tout de suite pour céder la parole à Corinne Langlois, donc une des chevilles ouvrières de cette journée, et qui va
nous expliquer un peu plus en détail, après ces propos introductifs, ce qu'est le patrimoine territorial. Merci Arnaud. Donc, bonjour à tous, c'est assez impressionnant cette salle assez remplie. Le propos introductif que je vais tenir, c'est plutôt un cadrage un peu général des débats qu'on peut avoir aujourd'hui, et pas forcément une définition, mais plutôt une série de questionnements. Donc le titre même du colloque introduit les éléments de débat. On parle de patrimoine, mais on parle aussi de territoire et de projet. On peut se demander s'il n'y a pas là une certaine contradiction, et puis aussi, finalement, se poser la question, dans un pays où l'expérience patrimoniale est reconnue dans le monde, a-t-on encore, finalement, des choses à apprendre et à inventer? À notre sens, oui, et pour au moins 2 bonnes raisons. D'une part, le patrimoine aujourd'hui, pour tout un chacun, est une notion très large, qui peut être assimilée à un cadre de vie hérité, porteur d'une histoire locale spécifique, mais aussi support de pratiques, de récits individuels ou de récits collectifs. On peut même se dire que pour certains, il ne faut pas être naïf, c'est une source de revenus et parfois même un bon placement. C'est donc un tout qu'on vit au quotidien et dans lequel on peut se projeter en fonction de sa propre culture et en fonction de sa propre sensibilité. C'est aussi un facteur d'ancrage territorial fort à une époque où nous avons des modes de vie de plus en plus mobiles, de plus en plus dématérialisés et déconnectés du contact physique, réel et continu avec les lieux. La deuxième bonne raison de s'intéresser à cet objet particulier, c'est la conséquence de ce changement de nature. On a changé d'échelle. Les limites du territoire patrimonial sont aujourd'hui floues. Les territoires couverts sont souvent très vastes et supportent d'innombrables activités. Et ces activités modèlent ce territoire au quotidien. Qu'on parle de patrimoine urbain ou paysager, de sites identifiés comme patrimoine mondial, ces nouveaux espaces embrassent des territoires qui deviennent presque plus symboliques que réels, parce qu'ils dépassent notamment, pour beaucoup, les bassins de vie pratiqués au quotidien par les habitants. Il semble évident que pour partager leurs valeurs patrimoniales, qu'il faut d'ailleurs définir, un projet politique affirmé et lisible pour tous est une nécessité. Cela nécessite l'implication des collectivités, l'articulation de leurs actions, ce qui n'est pas forcément évident, l'articulation des politiques publiques, ce qui n'est pas non plus totalement évident. Et cela passe aussi nécessairement par une association forte de la population, que ce soit les habitants ou les usagers du territoire qu'on a quelquefois un peu tendance à oublier. Parce que le fait qu'ils reconnaissent des valeurs communes à ce territoire patrimonial, c'est aussi ce qui permet d'en assurer la préservation et la transmission. On le voit, le patrimoine territorial met le projet local au premier plan et par là même le projet politique. Il implique de travailler autrement en associant les usagers, en pensant la gestion en même temps que la préservation, en évaluant les potentiels d'évolution et de mutation, que ces potentiels d'ailleurs soient des opportunités ou des risques. Et en pensant le territoire non pas dans une vision statique, mais dans une vision dynamique et dans la temporalité. Parler de mobilité, d'économie, d'accès aux services, de production agricole, de fonctionnement des écosystèmes et de bien-être des habitants et des usagers, c'est une nécessité dans un espace vivant. Le projet de patrimoine territorial intègre ces dimensions tout autant que les composantes historiques, artistiques, voire écologiques, plus traditionnelles et techniques. Il ne peut pas être statique. Rappelons peut-être brièvement comment et pourquoi la notion de patrimoine s'est élargie en nature et en objet, et quelles sont de ce fait les limites de nos outils actuels. Le patrimoine tel qu'il a été défini au début du XIXe siècle en France, mais aussi d'une manière plus générale en Europe, avait des visées éducatives, puis il a symbolisé pour beaucoup ce qui caractérisait une nation.
un État. On cherchait alors à utiliser certaines traces historiques pour raconter l'histoire d'un pays en sélectionnant les objets patrimoniaux, évidemment, à cette fin. Quand on lit les textes révolutionnaires, c'est assez clair à ce sujet. Assez vite, ces éléments ont également été sélectionnés comme témoins d'une identité nationale à affirmer, tant pour favoriser le sentiment d'appartenance à une même nation, que pour signifier une spécificité dans un monde où les échanges, notamment commerciaux, commençaient à s'internationaliser. De ce fait, la prise en compte du patrimoine d'intérêt local n'a pas été intégrée dans la législation nationale et l'a été tardivement, presque par défaut, à partir de 1927-1930. Et pourtant, la question avait été posée dès les années 1850. Notre législation et la célébrissime loi de 1913 qui a été codifiée dans le Code du patrimoine ont donc été élaborées à partir de cette vision, à mon sens un peu élitiste et certainement centralisée. C'est une politique de sélection par l'exception, par l'objet isolé, qui va être un chef-d'œuvre de l'art national, un témoin d'un fait historique majeur ou encore un haut lieu de la science. La logique est donc plutôt descendante. Des experts identifient, protègent, entretiennent ou restaurent à destination d'un public auquel on enseigne la signification de ces éléments préservés et monumentalisés. Je vous rappelle qu'en 1913, Riegel parlait déjà de culte moderne des monuments, donc ça nous poursuit depuis presque 100 ans cette histoire. Et pourtant, ce sont des amateurs, alors qui étaient certes privilégiés et cultivés, qui ont été à l'origine de la connaissance de ces traces du passé, et ça quasiment dès la fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle. Et ils ont été peu à peu évincés des dispositifs de protection et de gestion. Dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Au Royaume-Uni, par exemple, le patrimoine fait l'objet d'une forme d'engagement citoyen, ou en Italie, l'enseignement de l'histoire de l'art fait partie de l'éducation dès le plus jeune âge. Donc l'association des usagers à la définition et à la gestion du patrimoine n'est pas impossible, loin de là. Un deuxième élément va un peu changer la donne, c'est le développement du tourisme, et notamment du tourisme à vélo et en voiture, et parallèlement la démocratisation de la photo, qui vont conduire à une forme d'élargissement de cette notion patrimoniale. Le public va ainsi reprendre part à la définition de ce qui constitue des éléments identitaires nationaux à préserver. Le paysage et ses composantes que je dirais pittoresques, qui mêlent monuments, structures géographiques, espaces habités et modes d'occupation de l'espace, vont être l'objet d'un intérêt nouveau, porté par des amateurs, on peut dire quand même de culture plutôt urbaine, et sensible aux valeurs d'évocation des paysages traversés, à leur charme, plutôt qu'à leur signification historique ou artistique. De cet intérêt nouveau pour le paysage naîtront les dispositifs de protection des sites, qui relèvent d'ailleurs encore du Code de l'environnement. C'est le premier cycle d'un élargissement au territoire de la notion patrimoniale, par contre sans réflexion réelle alors sur les questions de gestion. On préserve ce qui peut être photographié, souvent un point de vue à ce moment-là, sans penser forcément aux évolutions quotidiennes d'un espace vivant et à la manière dont ceux qui y vivent le perçoivent. Ce sont peut-être les parcs naturels régionaux créés à partir de 1927 qui vont permettre une certaine forme, un changement de vision. Le projet politique, la préservation d'espaces naturels sensibles, de paysages au pluriel, mais aussi la gestion et donc la mutation d'espaces habités, l'association des habitants et des usagers conduisent à élaborer des projets de territoire qui sont autant des projets de développement que des projets de préservation. Donc on voit bien là qu'il n'y a pas forcément contradiction. Côté ville, l'intérêt pour la ville ancienne est assez tardif en France, puisque ce sont d'abord les écrins de protection des monuments historiques qui vont être l'objet d'attention. Et c'est vraiment dans les années 60, avec l'apport de la loi Malraux, qui crée les secteurs sauvegardés, que la ville en tant que telle, avec ses habitants et ses pratiques, va être considérée comme patrimoniale.
Et pourtant, la question de l'extension urbaine, de l'adaptation de la ville ancienne au mode de vie contemporain a été l'objet de beaucoup de réflexions en Europe au début du XXe siècle, avec quelques avancées notoires ou quelques, disons, urbanistes qui ont eu des visions assez intéressantes sur le sujet. On peut parler de Cerda, par exemple, évidemment, en Espagne, ou de Giovannoni, et qui vont finalement avoir une influence assez grande sur la manière dont certains pays vont attraper la question du patrimoine urbain. En Espagne, par exemple, le rôle de l'espace public est majeur, alors que finalement, on voit bien que dans nos pratiques, l'espace public aujourd'hui, on l'intègre, mais c'est finalement, il est venu un peu en rattrapage et pas forcément à l'origine des démarches patrimoniales, alors qu'il est pourtant structurant, notamment en termes de mobilité. Par contre, tout ce qui a pu être inventé en Italie, notamment pour remodeler les tissus anciens, ça va être finalement généralisé en Europe, et je pense que la loi Malraux et les secteurs sauvegardés, c'est vraiment un outil qui est assez remarquable pour arriver à travailler sur le remodelage de ces tissus et sur leur adaptation. Donc là encore, on va parler d'usage, de pratiques, d'habitants, d'adaptation, de cadre de vie et d'évolution. Donc on va parler de projet. Mais de projet local, adapté à un espace donné et à ses acteurs, qu'ils soient politiques, techniques ou citoyens. Les évolutions les plus récentes du champ patrimonial concernent la reconnaissance de la quotidienneté et des pratiques comme témoignant d'une identité locale. Quand on parle d'écomusée et de la liaison qu'il peut y avoir entre un système de production et une organisation sociale, du patrimoine immatériel de l'UNESCO, du petit patrimoine, c'est bien le cadre de vie d'hier des habitants qui est devenu patrimonial. Et il l'est devenu pour des habitants d'aujourd'hui. Il évoque bien sûr une histoire locale, mais il évoque aussi d'innombrables histoires familiales. Alors d'importants changements technologiques qui dématérialisent les rapports entre les individus, on peut se dire que peut-être le berceau de bois ou les outils d'un ouvrier permettent à tout un chacun de transmettre aux générations qui nous suivent un récit familial, somme toute assez modeste, mais qui fait partie de tout un chacun. En ce sens, chaque génération constitue son patrimoine. J'évoquerai simplement, pour peut-être les plus âgés d'entre nous, le bon vieux tam-tam, ancêtre de nos tout récents smartphones, et qui n'est pas heureux finalement, à partir d'un tam-tam, de raconter aux plus jeunes l'histoire de l'avant-téléphone portable, qui leur paraît déjà être quasiment une antiquité. Donc on voit bien que le tam-tam, qui a 20 ans, est devenu en quelque sorte déjà patrimonial. Le patrimoine territorial est porteur de tous ces éléments, la petite et la grande histoire, le matériel et l'immatériel, le naturel et le culturel, l'individuel et le collectif. Aussi, peut-être peut-on se poser quelques questions. Quel est-il, ce patrimoine territorial? Quelle valeur porte-t-il pour les élus et les habitants? De quel projet peut-il être le support? Comment articuler le patrimoine exceptionnel et le patrimoine de la quotidienneté? Mais aussi, comment gère-t-on un espace aussi vaste et vivant? Ça sera un petit peu tous ces thèmes-là qui vont être abordés dans la journée. Le fait de se poser ces questions, et notamment de se poser la manière dont on travaille sur ce nouveau patrimoine, c'est aussi se poser la question des méthodes. On voit bien que nos méthodes sont assez bien rodées, sur tout ce qui est patrimoine bien identifié, identifiable. Quand on passe sur des espaces beaucoup plus vivants, beaucoup plus vastes, ça devient un petit peu compliqué. Et notamment, on peut se dire que ne pas protéger et préserver en craignant la mutation, mais au contraire de baser la transformation du territoire, qui est indissociable des évolutions sociales, en le fondant sur un héritage aux multiples facettes, naturelles et culturelles, symboliques et matérielles, exceptionnelles et quotidiennes,
c'est peut-être là un bon facteur d'aménagement du territoire. C'est un peu le sens d'ailleurs du travail des territorialistes italiens qu'on évoquait précédemment. Mais par contre, effectivement, pour transmettre un territoire, il faut en partager les valeurs avec les habitants et les usagers. En ce sens, la patrimonialisation d'un territoire est un projet en soi qui ne peut être que politique et soutenu par les usagers quotidiens. Les collectivités ont donc un rôle majeur dans ce processus. Décréter qu'un territoire est patrimonial a priori, sans adhésion politique et citoyenne, est à mon sens voué à l'échec. De plus, la patrimonialisation peut avoir des effets pervers qu'il est nécessaire d'anticiper, et ceci passe aussi par le projet politique. Maintenir, par exemple, dans un espace patrimonial habité, un équilibre social et générationnel, du commerce de proximité, du logement abordable, des services, voire simplement les conditions d'une vie quotidienne que je dirais banale, dans un espace qui peut subir d'importants flux touristiques, cela relève d'une stratégie locale à la croisée de plusieurs politiques publiques en relation directe avec les habitants. Ce sont bien donc les élus, les acteurs locaux qui sont les meilleurs garants de ces équilibres. Mais nos outils réglementaires estampillés patrimoniaux sont-ils adaptés à traduire le projet de patrimoine territorial? Ne sont-ils pas un peu réducteurs et laissent-ils assez de place au projet politique local et aux usagers? Si les dispositifs de protection nationaux restent présents à l'échelle territoriale, vous avez tous sur vos territoires des monuments classés, des sites inscrits, classés, etc., ils ne reflètent que très partiellement ce qui relève du patrimoine territorial. En effet, les critères qui permettent de qualifier légalement ce qui fait patrimoine, qui sont codifiés, conduisent à mettre en évidence ce qui a un caractère d'exception ou d'exemplarité. C'est a fortiori le cas de l'inscription sur les listes du patrimoine mondial de l'UNESCO, dont les critères de détermination de la valeur universelle exceptionnelle sont assez réducteurs, et on peut même presque se dire dans certains cas qu'ils constituent des formes de slogans ou de marketing. Je prendrai un autre exemple dans le domaine écologique, comme ça on change complètement de milieu culturel, pour évoquer ces questions d'appropriation. Quand on travaille un peu sur la planification territoriale, on voit bien à quel point la seule valeur écologique, qui est reconnue notamment par le biais des schémas régionaux de cohérence écologique, est une notion abstraite au niveau local, qui est souvent très insuffisante pour assurer la préservation des espaces habités, et notamment parce qu'en fait ces espaces sont habités par des hommes, et que si on oublie les hommes, y compris et la valeur que les hommes donnent à ces territoires, on a un peu du mal à la gérer. Donc l'adhésion des habitants n'est pas complètement évidente. Les dispositifs nationaux conduisent également à morceler des espaces continus, à la fois physiquement mais aussi tels qu'ils sont pratiqués, et qui créent des effets de rupture qui peuvent être mal compris et qui n'ont pas forcément grand sens. Par ailleurs, ils ont tendance à générer un surinvestissement technique ponctuel, conduisant à une forme de monumentalisation artificielle de certains lieux. Je prendrai l'exemple d'une maison. Une maison dans un alignement bâti, ça reste une maison. Elle peut avoir des qualités propres, mais elle ne fait pas sens pour les habitants en tant que telle, et notamment parce qu'elle n'a pas d'impact particulier sur la gestion de la rue. Dès lors qu'elle est protégée par un dispositif patrimonial, monument historique par exemple, ses abords sont mis sous surveillance. On impose aux constructions voisines des contraintes dans un périmètre qui jusqu'ici était à peu près de 500 mètres, alors que dans des conditions urbaines analogues, au-delà de ce périmètre, les contraintes ne s'appliquent pas. On va soigner les espaces publics, on va soigner l'éclairage. Bref, on va faire de cette maison un monument qui est censé devenir un repère commun dans un quartier, sans que cela soit forcément reconnu comme tel par les habitants. Mais par contre, parallèlement, dans le même quartier, le parvis de l'école,
qui est lui le support de pratiques sociales quotidiennes, ne va pas forcément faire l'objet de telles attentions. Révéler les valeurs que portent pour les habitants leur cadre de vie hérité permet donc d'asseoir la patrimonialisation sur une vision commune qui est nécessaire pour arriver à gérer ces vastes espaces. La simple contrainte n'est ni suffisante ni d'ailleurs efficace. Il y a donc un enjeu particulier à jouer avec les protections institutionnelles qui sont nécessaires, mais aussi à en faire autre chose et à faire en sorte qu'elles soient bien appropriées et bien portées. Cela permet d'y révéler d'autres facteurs d'identification, quelquefois sociales et fortement ancrés. On peut penser par exemple à tout ce qui peut être autour de la solidarité dans le territoire du bassin minier que M. Caron évoque souvent, quelquefois symbolique, quelquefois révélatrice de pratiques quotidiennes. On est donc amené à décaler le regard et à faire émerger ce qui fait sens pour les habitants et qui permettra de gérer l'espace pour mettre en œuvre un projet local en y faisant adhérer tous ces acteurs. Les élus locaux ont aujourd'hui à leur disposition tous les outils pour construire et traduire ce projet patrimonial adapté aux spécificités de leur territoire. Bon, évidemment, les documents d'urbanisme, mais il y a aussi les parcs naturels régionaux, les opérations de restauration immobilière, les espaces naturels sensibles, les périmètres de protection de l'agriculture périurbaine, tous les dispositifs d'animation patrimoniale comme ceux conduits par les villes Pays d'art et d'histoire. Enfin bref, on a un nombre d'outils colossal qui nous permettent en fait de traduire ce projet territorial particulier. D'autres outils comme les aires de mise en valeur de l'architecture du patrimoine, les secteurs sauvegardés ou même les opérations d'amélioration de l'habitat permettent un travail plus en concertation pour traduire le projet patrimonial. Mais pour partager des valeurs, il faut d'abord les connaître et révéler le patrimoine à l'échelle territoriale en faisant émerger toutes ses composantes, y compris immatérielles, c'est associer à sa connaissance des acteurs inhabituels, détenteurs d'une mémoire intime des lieux ou simplement bons connaisseurs de son fonctionnement. On pense par exemple aux agriculteurs sur un territoire paysager, finalement c'est quand même des bons connaisseurs aussi des lieux. Le seul regard historique ou technique ne suffit pas. Les habitants et les usagers sont incontournables et les faire participer à la connaissance enrichit le projet. La question de la représentation de cette connaissance doit également trouver des modes d'expression adaptés pour agréger un nombre de plus en plus important d'informations et pour y accéder facilement. Mais on peut se dire qu'à l'heure du big data, ça, ce n'est plus vraiment une difficulté. Par contre, ce qui peut en être une, ou ce qui mérite en tout cas réflexion, c'est la diffusion de cette connaissance pour qu'elle soit accessible à tous et qu'elle permette donc une forme de démocratisation du patrimoine territorial. Et là, on va toucher à un domaine qui s'est développé beaucoup dans les musées depuis une vingtaine d'années, qui est tout ce qui est autour de la médiation et de la médiation culturelle, et qui permet de ne plus réserver à un champ, à un groupe d'experts ou d'érudits l'accès au patrimoine et à la culture, mais de le faire partager finalement à tous. Des enfants ou plus âgés, de personnes en difficulté, à des personnes beaucoup plus, on va dire, banales. Et donc, à partir du moment où on parle de cadre de vie, finalement, l'accès à cette connaissance est vraiment un enjeu. Enfin, et pour conclure, on sent bien que pour prendre en compte le patrimoine territorial, pour le définir et le transmettre, de nouvelles méthodes sont à inventer, pour sortir d'une vision finalement qui est devenue peut-être un petit peu trop technique. Et sont à réinventer aussi, à mon sens, le rapport entre État, collectivité locale et habitants. La vision traditionnelle du patrimoine, qui est assez étatique et qui est héritée du XIXe siècle, et la manière dont notre société le conçoit aujourd'hui sont un petit peu en décalage. Il semble donc nécessaire
que les rapports entre l'État, qui est détenteur de l'officialisation patrimoniale, et les collectivités locales qui le gèrent, notamment à ces échelles et dans tous ces aspects, soient repensés. Le programme de la journée va permettre d'aborder ces différentes questions. Dans un premier temps, on invitera les élus à débattre à la fois de projets de territoire à partir du patrimoine et puis des outils qu'ils utilisent pour le traduire. Et dans un deuxième temps, l'après-midi, on essaiera d'illustrer par des exemples de cas pratiques, en fait, 4 temps du processus de patrimonialisation que j'ai un petit peu évoqué, qui sont celui de la connaissance, celui de l'appropriation, celui de la mise en projet et celui des outils de gestion. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis bonne journée à tous. Après cette, non pas ce portrait robot du patrimoine territorial, mais ces différents questionnements auxquels donc, les tables rondes et puis bien sûr un peu la méthode qui va être déroulée cet après-midi vont permettre de répondre. Donc, et avant de convier les participants à la première table ronde, donc Corinne a insisté sur la place de l'habitant dans ce processus de fabrique patrimoniale territorialisée. Mais bien souvent, l'habitant est absent, entre autres, de ces journées, de ces colloques, de ces journées d'études, de ces séminaires. Et donc, Corinne a gentiment proposé de vous présenter un petit micro-trottoir que nous avons réalisé en fin d'année dernière, donc dans cette ville hautement patrimoniale d'Angers et de son territoire ligérien. Donc, un petit film réalisé par quelques-uns de mes étudiants, donc, qui ne sont pas du tout des étudiants d'information et de communication, mais des étudiants en droit public. Donc voilà, c'est sans prétention, aucune prétention sociologique. On s'est juste posé un mardi matin, donc ce qui n'est pas bien sûr anodin en termes d'échantillonnage sur les gens qu'on a pu croiser un mardi matin en centre-ville et non pas un samedi après-midi à la sortie d'une grande surface commerciale. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de prétention sociologique à ça. Mais c'est intéressant, voilà, de voir ce que les gens peuvent répondre sur ce qui fait patrimoine à leurs yeux. Voilà, et effectivement, il y a des réflexes autour des monuments historiques, je ne vais pas déflorer le sujet, mais ils se questionnent aussi sur leur rôle finalement dans la place, enfin, leur rôle dans cette dialectique entre patrimoine et évolution de la ville. Voilà. Donc je pense que si c'est possible, donc on va pouvoir lancer cette petite vidéo. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que le patrimoine ? Qu'est-ce que c'est que le patrimoine? C'est les richesses de l'histoire qui nous restent dans la vie de tous les jours. Le patrimoine, c'est tout ce qu'on est, avec notre diversité qui devient plus importante maintenant. Mais l'histoire, c'est ce qu'on était, ce qu'on est, ce qu'on était. Donc après, ce qui nous reste, c'est les monuments. Là, vous en avez un bon exemple. Avec notre cathédrale. Le patrimoine, pour moi, c'est tous les monuments, tout ce qui est rattaché à l'histoire, tout ce qui est rattaché même au paysage, et puis aux gens, les gens aussi qu'on comptait dans l'histoire de la France. Même les gens, alors ? Ouais. Il y a des gens qui font partie du patrimoine, j'ai l'impression. Bon. Donc pas forcément que des choses construites, visibles, etc. Non, pas que des choses construites. Des choses construites en pierre, les bâtiments, les choses naturelles aussi, et puis ouais, non, les gens, je pense. Le patrimoine, je crois que c'est une grande richesse pour une nation. Je reviens de 2 villes, d'ailleurs, qui sont très riches en patrimoine. J'étais en voyage, j'ai eu la chance d'aller à Barcelone et tout récemment à Prague. Donc 2 villes différentes, mais qui ont traversé les siècles, notamment Prague, en ajoutant à chaque
période de leur histoire, le patrimoine correspondant. Et donc là, on voit du Moyen-Âge jusqu'à l'Art Nouveau, donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et c'est vrai que c'est une grande richesse pour une ville ou une nation de pouvoir conserver son patrimoine. Ouais. La Loire, parce que moi j'ai été à l'école pas très loin d'un petit village de Loire, donc j'ai appris certains trucs par rapport à la Loire. Et à Angers, c'est surtout la Maine, mais bon, les fleuves dans le département sont aussi importants que les monuments. In Toronto and in Canada, where I live, there are a lot of parks, and nature is really first priority for us in Canada, or at least I think it is. And it's really important for us to learn about the animals and the species and all the nature there. So yeah, that's part of our culture. Et est-ce que selon vous, il faut faire primer un petit peu cette protection du patrimoine par rapport au développement de la ville, donc à la construction de logements, etc. Est-ce que ça peut pas être un frein quelque part au développement d'une ville? Ou est-ce qu'au contraire, il faut privilégier là encore la protection du patrimoine? Comment se fait un petit peu l'équilibre? Ça peut être un frein, effectivement, parce que si on veut préserver le patrimoine dans son histoire telle qu'elle, ça peut être un frein, parce qu'effectivement, c'est un frein à la modernité quelque part et donc au logement. Mais je pense qu'il y a aussi un développement à faire en respectant le patrimoine et en trouvant d'autres manières de vivre qui puissent rentrer en harmonie, quoi. Ok, très bien. Je pense pas que ce soit un frein, il faut pouvoir réfléchir et prendre le temps. Et ça prend plus de temps que effectivement, voilà. C'est-à-dire que des fois, il y a des décisions qui doivent se prendre, mais je pense que le projet, quand il y a projet, il faut qu'il soit en harmonie. L'harmonie, il faut chercher l'harmonie. Donc s'il n'y a pas d'harmonie, le projet n'est pas vivable, quoi. Donc dès qu'il y a un projet, les urbanistes ou les gens qui conçoivent un projet, ils doivent le penser en harmonie. Si on prend, je veux dire, moi il y a un projet que je n'aime pas sur Angers, que je n'aime pas parce que qui est arrivé comme ça, sans concertation, qui a été le quai, par exemple. Moi, je l'appelle le parallépipède culturel qui est posé en face du château. Il aurait pu être conçu différemment. Il aurait pu être conçu dans le sens où si on amène de la culture, il faut amener de la vie. Et si je prends l'exemple complètement différent, sur Nantes, par exemple, le lieu unique, qui était une ancienne usine, la Biscuiterie Lu, et qui a été rénové, et qui est devenu un centre culturel. Et il y a de la vie dedans, modestement, il y a de la culture, mais ça n'est pas quelque chose de massif. Hein. Bon, je ferme la parenthèse sur Nantes et sur le quai. Moi, je pense que ça passe avant tout. C'est vraiment la priorité numéro une. Avant la modernisation, avant tout, on ne peut pas, par exemple, détruire un site historique romain pour construire quelque chose de moderne dessus. Un supermarché. Un supermarché, par exemple. Moi, je concentre le patrimoine en fait sur le centre-ville. Le centre-ville, c'est un peu de... Enfin, on sait qu'un centre-ville, c'est plutôt vieux, c'est plutôt ancien. C'est vrai que ça serait dommage de casser ça pour de la nouveauté. Après, voilà, c'est pas moi en tant qu'habitant qui vais décider ça. Dans un cas extrême, je ne pense pas qu'il serait nécessaire de détruire par exemple une cathédrale au profit d'un bâtiment de bureau. Alors, en revanche, moi je suis tout à fait d'accord pour qu'on puisse mettre du contemporain, inclure du contemporain dans des zones anciennes, parce que la cohabitation des deux est indispensable, mais il faut que ça soit de bon goût, il ne faut pas que ça soit de mauvais goût. Et malheureusement, on tire très souvent les gens vers le bas et dans le mauvais goût. Donc il y a on peut prendre l'exemple dans pas mal de villes pour ça. Donc moi je trouve dans la cité historique, on a l'exemple d'un bâtiment très contemporain qui a été construit il y a à peu près 2 ou 3 ans,
Au début, j'étais un peu sceptique et je trouve que globalement, c'est bien. Il vaut mieux faire du contemporain que du mauvais copie d'ancien. Et hélas, en fait, souvent ça dépend un petit peu des modes. Donc en fait, il faut trouver un compromis entre les nécessités de développer l'urbanisme, de vivre au quotidien, donc de se déplacer. Mais en même temps, le devoir qu'on a de sauvegarder notre héritage culturel. Moi, j'aime beaucoup l'idée de préserver le patrimoine pour qu'il soit réutilisable par la société. Dans le sens où un bâtiment patrimonial est, à mon sens, doit être utile au plus grand nombre dans la société. Si c'est communautaire, tant mieux. Si peut y avoir, si ça peut être des appartements faciles d'accès, c'est parfait. On sait qu'il y a des églises qui sont réinvesties pour faire des logements, notamment au Canada, il me semble. Donc c'est dans cette optique-là que... Oui, mais j'aime mieux l'idée que ça soit une bibliothèque ou un lieu commun pour la vie de tous les jours, un espace communautaire, un espace de servir à manger pour les plus démunis ou des choses comme ça. Il y a aussi beaucoup de réhabilitation d'églises dans cette mesure-là, puis je trouve ça intéressant. Là encore, c'est un équilibre, donc effectivement, des fois, ça peut être un frein, comme le parking d'Angers qui a été construit sur une nécropole gauloise. Après, il y a eu moi je considère des massacres contre la culture, puisqu'on a un temple profane qui date de l'époque romaine, qui a été détruit simplement pour 4 places de parking. Donc il faut vraiment essayer de trouver les meilleures solutions possibles, mais tout en sachant qu'effectivement, un temple romain détruit, après c'est terminé. Donc même si on peut comprendre la nécessité de faire passer une ligne de tramway, de construire des emplacements de stationnement, je pense que la priorité vraiment c'est la défense de la culture. Oui, moi je verrais, non, même visuellement parlant, quand vous voyez, non, je verrais pas du tout une ligne de tramway passer, non. D'accord. Parce que souvent, ça arrive aussi, vous avez des personnes qui respectent pas et ils vont descendre du tramway, il va y avoir des papiers par terre. Non, ça sollicite le tramway quand même beaucoup de passages et je pense que non. D'accord. C'est mon ressenti. Hein. Faut pas faire n'importe quoi et faut pas détruire surtout. D'accord. Si, ouais, moi je mettrais pas un supermarché à côté d'un Ça dépend comment c'est fait. Ouais. Supermarché en pierre. Garder quand même une cohérence entre deux bâtiments, quoi. On peut pas faire des choses trop différentes à côté. Moi je trouve ça assez disparate, ça marcherait pas. Merci monsieur. Je vous en prie. Eh bien, écoutez, bon colloque, bonne conférence. Merci, bonne journée à vous. Merci, au revoir. Au revoir.